Et bon, des investisseurs individuels aux épargnants, il n'y a qu'un pas qu'on franchit avec Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. C'est jeudi et on vous retrouve avec votre franc-parler pour marché gagnant, votre sujet cette semaine. Eh bien écoutez, cette semaine je voudrais rendre un hommage à François Bayrou. Vous le savez, j'ai quelques phrases fétiches comme les taux de rendement en assurance vie ne se constatent pas, ils se décrètent, ou encore quand on a un chiffre, on croit avoir une vérité. Donc François Bayrou nous a fait la démonstration que quand on avait un chiffre, on avait plus souvent une interprétation qu'une réalité. Il a ainsi déclaré, vous savez, qu'avec 4 000 € par mois, on était dans la classe moyenne. Alors, ses détracteurs lui sont immédiatement tombés dessus pour lui dire que le mot riche eût été plus approprié. Alors, pour célébrer François Bayrou, je ne vous cache pas, j'ai eu envie de lui offrir un bilan patrimonial, comme on l'a déjà fait sur Marché Gagnant pour Bruno Le Maire. Manque de chance, il n'est pas ministre, donc il n'y a pas sa déclaration de patrimoine sur le site de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Donc je vous propose aujourd'hui de réfléchir à quelques chiffres commentés sur l'épargne des Français. Vous nous diriez quoi sur cette notion de riche, de richesse? Quels chiffres vous nous proposez? Alors déjà, je vais vous dire, chez Marché Gagnant, on considère que la notion de richesse ne correspond pas à une approche de revenu, mais une approche de patrimoine. Donc, à 4 000 €, on peut débattre pour savoir si on gagne beaucoup ou pas, mais on n'est pas riche. Ensuite, en fait, c'est une notion qui est, somme toute, très relative. Bref, on doit non pas regarder en absolu, mais analyser par rapport aux autres. Alors, je vous laisse faire le test sur le site Marché Gagnant, ça doit être homepage, où, en fonction de votre revenu, vous allez voir comment vous êtes classé. Juste, je peux vous dire que si votre ménage a un patrimoine net supérieur à 117 000 €, eh bien, vous faites partie des 50% des ménages les plus fortunés. On parle là de ménage. Oui, et alors tout à fait. Et alors, quitte à faire de l'éducation financière à propos, suite à ce qu'a dit François Bayrou, il faut bien qu'on ait des choses en tête. Quand on parle de patrimoine, il faut bien distinguer les données qui portent sur les ménages et celles qui portent sur les individus. L'INSEE, qui donne des chiffres sur le patrimoine, ne raisonne pas en individu, mais elle raisonne en ménage. Ça couvre donc, en réalité, Cédric, des réalités humaines qui sont très différentes. Parce que si vous avez 117 000 € et que vous êtes seul, vous n'êtes pas tout à fait dans la même situation que si vous avez cette même somme, 117 000 €, et que vous êtes un couple avec 2 enfants. Et alors, si on veut essayer de comprendre les choses et rentrer dans les détails, il faut savoir que pour l'INSEE, en France, il y a un peu moins de 30 millions de ménages. Sur ces 30 millions de ménages, vous en avez un peu plus de la moitié qui sont des couples, avec ou sans enfants. Et l'autre petite moitié, ça correspond à 2 types de populations. D'une part, des gens qui sont seuls, soit parce qu'ils sont veufs, veuves ou célibataires. Mais également, vous avez dans cette deuxième moitié, ça pèse environ 3 millions de personnes, c'est les familles monoparentales. Bon, donc là, on a fait un petit peu de technique sur les ménages. Maintenant, un peu de technique aussi sur ce dont on parle, parce que vous nous parlez du patrimoine net. Enfin, qu'est-ce que c'est ? Alors, le réflexe qu'on a, on se dit le patrimoine net, c'est l'immobilier plus le financier. Alors, là, déjà, si je vous ai dit 117 000 sur le global, si je me limite sur le seul financier, la médiane, par ménage, elle est à 56 200. Bref, si vous êtes au-dessus de ce niveau-là, vous êtes dans le haut du panier. Et voyez, regardez ce chiffre, c'est assez intéressant parce que Aldo le sait. Chez Marché Gagnant, on dit par exemple qu'on peut mettre 25% de son patrimoine financier en action et que pour intervenir en bourse et que ça coûte pas trop cher en frais, il faut, et qu'on puisse avoir un portefeuille diversifié, il faut environ 10 000 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, si je fais le calcul, il faut à minima que j'ai 40 000 € d'épargne financière pour pouvoir mener ma stratégie. Et comme je dis toujours qu'il faut avoir un livret à plein à côté, ça veut dire qu'il faut avoir entre 50 et 60 000 €. Donc, quand moi je dis je fais... Ça veut dire que Marché Gagnant ça veut dire que quand moi je dis je fais du s'intéresse au haut du panier. Ça veut dire que quand je fais du grand public, ça veut dire que je fais un peu plus large que la majorité, mais pas beaucoup plus large. Mais maintenant, puisque vous me posez des questions, moi je vais vous en poser une. Dans le patrimoine net tel qu'on l'a défini, là, vous mettriez quoi?
Les placements, le cash, nos livrets, l'assurance vie, et puis son immobilier, non? Alors parfait, et je ne vous cache pas, j'aurais répondu comme vous, mais en fait, vous voyez, comme François Bayrou, on a nos biais. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'INSEE, elle distingue 4 types de patrimoine. Il y a le financier et l'immobilier, dont on parle très régulièrement sur ce plateau. Il y a le patrimoine professionnel. Ça, c'est par exemple, si vous êtes propriétaire de votre boîte, on ne va pas considérer comme si c'était des actions, comme si vous aviez de l'air liquide ou du LVMH. Donc ça, c'est la troisième situation. Et l'Institut national de la statistique a une 4e catégorie qu'elle nomme élégamment le patrimoine résiduel. Oui, bon, c'est pas très méchant, c'est-à-dire que c'est le reste. Ouais, mais alors, vous voyez, quand on s'interroge sur le sujet de la classe moyenne, eh bien, il faut savoir que pour les 3 premiers déciles de la population, le patrimoine résiduel c'est le plus important. Pèse plus de la moitié du total. Et soyons clairs, dans le patrimoine résiduel, l'INSEE nous dit, ouais, il y a les bijoux, il y a les œuvres d'art, etc. Franchement, pour les 3 premiers déciles de la population, ça ressemble plus à patrimoine, j'ai ma voiture, et ma voiture qui parfois fait office de logement. Donc, si vous voyez, si j'essaie de voir les choses un peu de manière un peu pratique, et si j'essaie de transformer les stats en gens. Si l'on parle de 3 déciles et qu'on a 30 millions de ménages, ça veut dire qu'on a peu ou prou 9 millions de ménages qui sont dans ce cas. J'ai bien dit ménages, pas individus. Et juste au passage, petite remarque en termes de vocabulaire, vu la situation, il me semble que l'INSEE pourrait être inspiré de changer ce terme de résiduel. Peut-être qu'on devrait dire patrimoine mobilier, ça serait quand même un tout petit peu plus élégant. Bon, vous estimez donc au final qu'il n'y a plus d'épargne populaire? Non, et ça fait un certain temps en fait pour vous dire. On se rappelle, début des années 90, le gouvernement avait lancé le plan d'épargne populaire. Et la logique c'était quoi? C'était de dire si vous épargnez, au terme on vous donnerait une prime d'État. Rappelez-vous, c'était aussi la même chose qui existait et qui avait fait le succès du plan d'épargne logement. Et puis 20 ans plus tard, quand on a commencé à faire des produits populaires, notamment sur la retraite, on a fait le PERP, et là on vous a dit quoi? On vous a dit on va vous permettre de déduire comme avantage vos cotisations de votre impôt sur revenu. Sauf qu'il y a 50% des ménages qui n'y sont pas soumis, donc en pratique, on était populaire, mais en encourageant les plus aisés. En fait, je pense que si on voulait être utile aux individus en termes d'épargne, la première des choses que l'on devrait leur apprendre, c'est la nécessité de mettre de l'argent de côté. C'est en fait une question d'indépendance. Or, en fait, aujourd'hui, on vit dans une société qui fait quoi? On fait tout pour vous mettre dans votre budget des dépenses contraintes sous forme d'abonnement, histoire de bien serrer la bride et de limiter au maximum vos marges de manœuvre. Alors, juste quand même, ayons en tête la chose suivante. Dans la crise du Covid, on a beaucoup parlé de la surépargne des ménages. Mais si vous regardez bien les chiffres qui ont été publiés par le Conseil d'analyse économique, eh bien, vous constatez que pour près de 6 millions de ménages, il a plus été question durant cette crise d'aller piocher dans son épargne parce qu'on n'avait pas assez de revenus plutôt que d'aller à la garnière. Bon, vous avez donc choisi de nous mettre le bourdon ce matin. Non, en fait, j'ai choisi de m'arrêter 2 secondes pour essayer de réfléchir, juste pour étayer la réflexion globale qu'on essaie d'avoir ici sur le monde de l'épargne et les meilleures solutions. La meilleure solution sur la population dont je suis en train de parler, pour vous, c'est laquelle, Cédric? Le livret d'épargne populaire, non, le LEP? Entièrement d'accord avec vous. Et au passage, on va en profiter pour saluer la nullité absolue des autorités sur le sujet. Pourquoi? Parce que c'est ce truc-là, pour y accéder, c'est une usine à gaz. Alors certes, on fait un peu des efforts en réduisant, en disant il y aura moins de papier. Oui, le fisc va dire aux banquiers si vous y avez droit ou pas. Ça n'empêche que le sujet va pas flamber. Si on veut être efficace sur le sujet, moi je vous donne une méthode qui est relativement simple. Vous virez le LEP et vous mettez une prime d'État de 0,5%, c'est la surperformance qu'offre le LEP par rapport au livret A, vous la mettez sur le livret A, vous dites que vous la plafonnez, puisque le LEP est limité à 7 775 €, donc la prime par an, j'ai calculé, c'est 38,50 €. Et là, vous avez un livret, vous avez une solution, on ne se pose plus la question de savoir s'il faut ouvrir, faire le LEP, fermer le LEP en fonction de l'évolution de votre situation fiscale, vous touchez votre prime, vous ne la touchez pas tous les ans. Alors, message, on va en profiter, puisqu'on s'adresse au commissaire au plan François Bayrou, peut-être au cher haut commissaire, faudrait-il apprendre un jour dans ce pays à faire simple? Mais on est en train de parler du LEP. Cédric, il y a un autre sujet dont il faut qu'on parle, c'est l'épargne salariale.
C'est la seule épargne populaire pour vous? Pour plein de Français, oui. Pourquoi? Parce que c'est financé par les entreprises, parce qu'il y a des choix, etc. Mais juste sur nos petits débats de pros qu'on a entre nous sur le thème, on nous dit quoi sur l'épargne salariale? On nous dit les Français sont des malades, il y a trop de monétaire en épargne salariale. Mais que dire à un salarié populaire qui a pour principal actif du résiduel, selon la terminologie de l'INSEE? On va lui dire, allez mon gars, sois ambitieux, mets tout ton fric sur les actions de ton entreprise pour voir si tu as du bol d'être chez Tesla ou si au contraire tu vas finir à l'eau comme sur du Maxwell. Donc on peut défendre les actions, mais pas forcément effectivement pour tout le monde. Et en fait, au vu des populations qui sont visées, c'est pas totalement incohérent qu'on ait autant d'argent monétaire en épargne salariale, sauf à considérer qu'on ne s'intéresse que à l'épargne des cadres et pas à l'épargne populaire. Donc là, vous avez, en plus de la casquette marché gagnant, celle du défenseur de l'épargne populaire? Non, pardon Cédric, mais je valide pas le terme. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense qu'il ne peut pas y avoir de défense catégorielle des épargnants. Juste une défense globale. Pourquoi je dis ça? Parce que si on ne se bat pas pour l'épargne populaire, qu'est-ce qui va se passer? On va encourager les clivages et les fractures. Or, déjà que la défense des épargnants, c'est pas un exercice aisé, si vous ne finissez par défendre que ce qui est considéré comme étant une caste, eh ben, je vous le dis tout de suite, c'est l'échec assuré. Alors, bientôt, c'est la semaine prochaine, je crois, le Parlement sera amené à traiter une proposition de loi réintégrant l'assurance vie dans le droit commun des successions. Eh bien, je vous le dis franchement, il serait inaudible de critiquer cette mesure si, dans le même temps, on ne prend pas le parti des éventuels candidats au LEP. Jean-François Filiatre, marché gagnant. On vous retrouve tout à l'heure pour répondre aux questions des auditeurs. Si vous voulez écrire à Jean-François, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr.